j'aurais bien aimé faire un business, entre guillemets, barbant, avant de lancer Créativa. Les business innovants, il faut le savoir, c'est plus risqué, c'est un parcours du combattant, il y a très peu de gens qui s'en sortent. Il faut sacrément se distinguer, en fait, pour pouvoir monter ses prix et appliquer des marges importantes. Comme ça, Tu en cherches fait, la guerre. Ouais, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Bouchra. Hello, hello. Aujourd'hui, on va vous parler de la différence entre deux types de business. Le business innovant et le business qu'on pourrait qualifier de barbant, qui est en gros un business plus classique, plus traditionnel. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière le business innovant, on va y mettre en fait quelque chose où il faut une innovation soit technique, soit technologique, informatique, où en général il y a potentiellement des brevets derrière, et il y a beaucoup eu de recherche et développement sur le sujet. Un business innovant, c'est aussi un nouveau métier, une nouvelle approche des choses. C'est pas forcément que de la technologie, hein. C'est pas que de la start-up. Hein. YouTuber, par exemple, ça a été un business innovant il y a quelques années. Et un autre type d'innovation, ça va être aussi le business model qu'on appelle disruptif, c'est-à-dire un business potentiellement traditionnel, mais où on va complètement modifier la façon dont les règles du jeu. Je pense par exemple au taxi versus Uber, où en fait Uber, à la base, la notion de taxi, elle existe, hein, c'est rien d'innovant. Par contre, ils sont allés chercher un business model qui est vraiment innovant pour le coup. Et donc, par rapport à tous ces business innovants, il y a les business plus standards, plus classiques. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit dans la rue finalement. Les bars, les restaurants, les coiffeurs. Les boulangeries, les esthéticiennes, les spas, les salons de thé. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Les entreprises, en fait, qui sont le plus en vue, qu'on voit le plus, etc., partout, à la télé, sur Internet, dans les médias, etc., en fait, c'est des business, justement, qui sont innovants. C'est cette start-up, en fait, qui a été créée dans un garage et puis qui, aujourd'hui, est devenue une licorne. C'est de ça qu'on parle le plus. Mais aujourd'hui, il faut savoir que ce soit en France ou dans le monde entier, des entrepreneurs, il y en a énormément. Les entrepreneurs dans les secteurs innovants, mais il y en a beaucoup moins que les business barbants. Quand on cherche ceux qui existent encore 5 ans après, il y a beaucoup plus de chances de survie en fait, et il y en a bien plus qui sont dans les business barbants que dans les innovations. C'est justement pour ça qu'on en voit moins, tout simplement. C'est-à-dire que le business innovant, il n'y en a qu'un pourcentage minuscule qui va réussir vraiment à décoller et à fonctionner, alors que la plupart vont jamais dépasser les 1 ou 2 ans parce que tout simplement, ils n'ont pas trouvé leur marché. Pourtant, tous les gens qui veulent être entrepreneurs, qui cherchent encore leur idée, cette idée magique qui va leur faire fortune, en fait, ils cherchent toujours dans l'innovant. Exactement. En fait, il y a cette notion d'inventeur, le fait de dire je vais inventer quelque chose et quand j'aurai réussi à trouver ce que je vais inventer, alors je pourrai lancer mon business. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, avec le fait aussi de se dire, moi je vais forcément, je veux me distinguer de la concurrence qui soit existante, soit qui n'existe pas encore, en rajoutant de l'innovation, en allant chercher des choses compliquées, etc. etc. Et du coup, vous l'aurez compris, en fait, cette vidéo, c'est aussi pour vous rappeler qu'il y a déjà plein d'idées de business dans lesquelles vous pouvez vous lancer, qui ont des chances de succès, et dans lesquelles vous pouvez aussi apprendre et découvrir le monde de l'entrepreneuriat avant de lancer votre superbe idée. Imaginez, vous apprenez à gérer un business, vous apprenez la compta, vous apprenez tous les métiers de l'entrepreneur sur un business que vous connaissez depuis que vous êtes né, et ensuite, quand vous avez votre idée génie, vous avez déjà un paquet de bagages, en fait, pour vous lancer. Et d'ailleurs, j'allais dire qu'il y a différentes façons, finalement, de créer un business quand on commence, et être entrepreneur, c'est pas forcément, comme tu disais, avoir la bonne idée et de bouleverser le monde. Dans un premier temps, ne serait-ce que être à la tête d'une franchise, c'est un premier pas et c'est de l'entrepreneuriat. Alors, oui, il y a déjà des choses qui ont été pré-mâchées pour vous, mais c'est un premier pas quand même. Et ça ne veut pas dire qu'on est salarié ou quoi que ce soit, non. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entrepreneur. Du coup, est-ce qu'on pourrait aborder les pour et contre en fait, du business barbant ? Bien sûr. Déjà, il y a un truc que j'aime beaucoup en fait, dans ce concept, dans ces types de business, c'est que le modèle est déjà éprouvé, ça a été fait. Il y a toujours quelqu'un à qui poser la question ou à qui regarder les erreurs et les difficultés qu'il a essuyées et puis finalement arriver directement en fait, à l'étape suivante et prendre exemple
exemple sur ce qu'il a fait. Et puis le risque est relativement faible. Effectivement, la recette éprouvée, c'est vraiment génial. C'est en gros, notamment là, on parlait de franchise tout à l'heure, c'est encore plus le cas parce qu'il y a même les process internes de l'entreprise qui sont déjà configurés. Donc en général, il y a tout pour fonctionner. Après, ça reste une entreprise, ça reste de l'entrepreneuriat. Et donc, il faut être en mesure de changer certaines choses, de paramétrer certaines choses, parce que sans ça, potentiellement, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'en général, la recette, elle n'est pas magique. Il y a certains ajustements à faire. C'est comme quand on fait de la pâtisserie d'un certain niveau, il faut connaître son four. Son four, potentiellement, il ne chauffe pas exactement la même température que celui qui a écrit la recette. Là, c'est pareil pour un business. Autre chose, c'est que ces business, en fait, en général, on connaît déjà les connaissances à savoir ou la formation qui est nécessaire. Faire de la boulangerie, il faut avoir une formation de boulanger ou un diplôme dans le domaine et puis on peut se lancer, on a les connaissances nécessaires pour le faire. Idem, si je veux recruter quelqu'un pour me seconder ou pour me remplacer, peu importe. En fait, c'est facile de recruter. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que, en tout cas en France, il y a la plupart de ces métiers-là, ces diplômes-là sont une obligation pour pouvoir lancer le business. On est guidé même au niveau du diplôme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer ce business si on n'a pas le diplôme parce que c'est un métier qui est régulé et il faut ce diplôme-là pour avoir le droit de lancer sa boutique. Et à contrario, dans le métier innovant, en fait... On crée son métier. Allez-y pour recruter quelqu'un pour vous remplacer. Enfin, exactement. Il faut qu'il soit là pendant un bout de temps, à vous copier, à vous accompagner. Enfin, vous pouvez pas décider de partir 2 semaines en vacances et embaucher quelqu'un au pied levé pour vous remplacer. Il y a aussi autre chose, c'est que dans ces business-là, en fait, le message est clair. On dit je suis boulanger, j'ai eu de laverie automatique, etc. Et du coup, les clients nous connaissent. Il suffit d'afficher une enseigne, ils savent ce que c'est. Il n'y a pas besoin de convaincre ou d'expliquer le concept de ce qu'on fait. Ou voilà. L'étude de marché, généralement, elle est plus facile. Il suffit juste de comprendre son quartier, le niveau de revenus ou d'âge, etc., démographie, enfin les niveaux démographiques du quartier. Et généralement, on devrait se débrouiller. Oui, effectivement. De manière générale, le message est clair. Les gens connaissent déjà le métier. Moi, il n'y a pas très longtemps, là, dans un réseau d'entrepreneurs, j'ai quelqu'un qui a dit je suis pompe funèbre. Bon, ok, c'est pas le métier qui fait rêver, mais pourtant, oui, c'est un business. C'est un business et cette personne-là était un entrepreneur. Mais en 3 mots, je savais ce qu'elle faisait. Alors que d'autres, il faut 3 minutes, voire 10 minutes de pitch avant de bien cerner en fait quel est le métier. Donc, c'est un véritable avantage en fait marketing finalement que tout le monde connaît à l'avance le métier en question. En tout cas, l'offre associée, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les détails de ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, mais en tout cas, l'offre associée, on la connaît. C'est comme un peu l'assureur, on ne sait pas avec quelles assurances il travaille, etc. Mais voilà, on sait déjà d'office sur quoi il est, ou ceux qui ont des agences immobilières, par exemple. Exactement. Tous ces métiers-là, en fait, ce sont des métiers qui sont... On se projette très facilement. Voilà, qu'on comprend. Il y a aussi, en fait, un truc qui est sympa dans ces business-là, c'est l'approvisionnement. Donc, en plus des recrutements qui sont relativement... Alors, je vais pas dire facile, en fait. Je m'en veux, tout à l'heure, j'ai dit facile, mais par exemple, pour des peintres en bâtiment, je sais que c'est difficile de trouver parce que les main-d'œuvre sont assez rares, il y en a pas assez. Mais en fait, on sait très bien quel type de compétences on cherche. Idem pour les fournisseurs, pour le matériel, etc. En fait, c'est assez rare, en fait, de se retrouver dans une rupture de chaîne d'approvisionnement ou d'avoir du mal à trouver un fournisseur. Quand on achète de la farine, on achète de la farine. Potentiellement, on peut avoir du mal à trouver parce qu'il peut y avoir une situation comme une guerre, quelque chose comme ça, qui fait que les approvisionnements sont difficiles. Être meunier, ça fait partie de ces métiers standards, et donc il y aura toujours des producteurs de farine, de la même manière qu'il y aura toujours alors j'aime pas trop le mot toujours, voilà, être un boulanger, il sait qu'il peut s'appuyer sur le meunier, parce qu'il y aura... Tant qu'il y aura des boulangers, il y aura des meuniers, quoi. Et inversement, voilà, on est d'accord. Tout à fait. Du coup, globalement, en fait, sur ces business-là, en fait, il y a pas mal de points positifs ou de facilité, en fait, à les lancer. J'ai noté aussi quelques difficultés, quand même. Il y a une forte concurrence. Quand on ouvre une boulangerie, il y a des chances qu'il y ait des gens qui vendent du pain pas trop loin. Plein de stratégies derrière. On peut justement volontairement se mettre juste à côté de la boulangerie du voisin. Comme ça, tu cherches la guerre. Oui, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, par exemple, pour les chaînes de fast-food. Souvent, on les retrouve à peu près tous au même endroit. Et au final, ça permet au client de choisir ce qu'il veut. Mais au moins, on sait que si, par exemple, un McDonald's fonctionne à tel endroit, il y a de grandes chances que si on met un KFC à côté, il fonctionnera aussi. Parce que ça veut dire qu'on a un public cible qui est au bon endroit. Alors que aller s'implanter à un endroit où on ne sait pas trop si ça va marcher, c'est un risque supplémentaire. Par exemple, si on regarde les bars, restaurants et tout ça, ils vont tous aller se situer dans les mêmes quartiers. Oui.
parce que les jeunes en fait ou les personnes qui souhaitent sortir, ils vont aller dans ce quartier. C'est qu'une fois sur le quartier qu'ils vont regarder autour d'eux et se dire est-ce que je rentre ici, est-ce que je rentre là. Exactement. Donc aller s'implanter au fin fond de nulle part où par exemple c'est pas desservi par les transports, c'est difficile quand même de faire venir des gens qui vont consommer de l'alcool par exemple. Ils sont implantés là où il y a des transports en commun. Donc la concurrence c'est positif et négatif. C'est assez difficile la concurrence dans le sens où par exemple si on regarde dans notre quartier, il y a une boulangerie, bon maintenant elle a fermé suite à un malencontreux incident, mais ils avaient le meilleur pain de tout le quartier. Et en fait le dimanche, les 3 ou 4 autres boulangeries du quartier étaient vides, désertes, là où eux en fait il y avait de la queue dans la rue. Parce que justement ils sont allés un peu plus loin que cette question de j'applique une méthode déjà éprouvée. Ils sont allés chercher à se distinguer un peu plus, à travailler une marque intéressante et à rajouter un petit peu d'innovation à l'intérieur de ce business qui est un business classique. En plus, ils étaient plus chers que tous les autres. Il y a aussi une autre difficulté, c'est que la marge est relativement faible sur ce genre de business. Il faut sacrément se distinguer en fait pour pouvoir monter ses prix et appliquer des marges importantes. Oui, de manière générale, les marges sont faibles. Et après, il y a une question de positionnement marketing qui va permettre d'aller tirer les marges vers le haut si on veut. Mais encore une fois, c'est un travail supplémentaire à faire d'innovation, entre guillemets, ou en tout cas de travail qui sort des standards du métier en question. Quand on essaie de tirer les marges vers le haut, ça passe justement par de l'innovation marketing, travailler sur son positionnement, travailler sur sa marque pour essayer d'aller plus loin que ce qu'on fait de manière standard dans le métier. Dans le service client aussi, ça peut être amélioré. C'est ça, la qualité, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et aussi, il y a un autre truc en fait qui fait moins rêver dans ces business-là, c'est justement qu'ils font pas rêver. Dans le sens où c'est assez rare dans ces business de faire une grande percée technologique et arriver à disrupter le marché comme tu disais tout à l'heure. Uber a réussi à le faire avec les taxis, Airbnb a réussi à le faire avec les hôtels et tout ça, enfin avec la location de logement. Enfin, c'est assez difficile de disrupter la boulangerie, quoi. En fait, c'est des business où on va plutôt aller chercher de l'optimisation, vraiment optimiser, automatiser un maximum de choses pour aller réduire les coûts, voilà, réussir au maximum à tirer profit du business. Il y a autre chose avec ces business, en tout cas la plupart d'entre eux, le ticket d'entrée n'est pas très petit, dans le sens où, par exemple, ouvrir sa boulangerie, il faut le local, les fours, tatati tatata. Là où, parfois, juste faire de l'innovation, parfois, ça peut être juste avec quelques matériaux dans son garage, un ordinateur. Et puis, ça peut être fait dans la chambre, dans le garage, dans le studio, enfin... Aujourd'hui, l'innovation informatique, par exemple, ça demande vraiment pas grand-chose et pourtant, ça peut avoir des effets énormes. Donc oui, le ticket d'entrée est assez cher. Donc, comme je disais, les machines, tout ça, les locaux, il faut avoir une belle devanture parce que boulangerie, il faut attirer plus que ceux des voisins. Donc, il faut avoir une plus belle devanture, plus belle enseigne, plus beau machin. Et le pire dans tout ça, c'est que, étant donné que la concurrence est rude, ça met du temps à avoir le retour sur investissement. Donc en fait, pendant un certain temps, on va avoir un gros crédit et assez peu de rentrées. On va pas vendre suffisamment parce que les clients du coin, du quartier, etc., généralement, ils vont chez le concurrent, ils ont déjà leurs habitudes. Et donc, il faut qu'ils osent venir chez vous, taper à votre porte une fois, qu'ils soient ultra satisfaits, qu'ils aient envie de revenir chez vous. Voilà, il faut prévoir 1 an, 2 ans, 5 ans pour rentrer dans ces fonds, quoi. Après, le point positif de tout ça, c'est que, comme on disait, que le métier il est très connu, c'est aussi des métiers, des business qui sont adorés par les banquiers parce que les banquiers ils connaissent le business model, ils sont ok pour faire des prêts pour lancer l'activité, donc pour acheter, faire ses premiers investissements, et en général ils connaissent aussi les problématiques de trésorerie qu'il peut y avoir au bout d'un moment, et donc pour eux faire des prêts dans ce genre de cas c'est assez simple, et donc pour ces business là en question il n'y a pas trop de difficultés à trouver des financements, alors que du coup les business innovants c'est un vrai parcours du combattant pour trouver des financements. Il faut, surtout au niveau des banques, il faut des business plans béton, il faut réussir à vraiment faire projeter la personne, il faut avoir un storytelling qui touche, et donc c'est plus facile d'aller trouver des investisseurs que de trouver des prêts au niveau des banquiers quasiment. Sachant et parfois tu n'as même pas besoin d'argent en vrai. Bah oui, on lance avec un ordi, avec une landing page, et puis c'est parti. Un business innovant, il y a vraiment ce côté magique potentiellement de voilà, je peux créer quelque chose qui dans mon coin, dans mon garage, sur mon ordinateur, lancer un truc dans mon coin et d'un coup faire des millions parce que ça a touché la bonne chose. Voilà, je dis il y a quelque chose de magique. En réalité, il y a rien de magique derrière ça. C'est parce que on a touché justement le bon besoin, la bonne problématique client, et qu'on y répond correctement. Oui, qu'on sait le présenter, qu'on sait aller prospecter
prospecter, qu'on sait l'expliquer. Il y C'est a ça. beaucoup de choses à savoir faire. Donc de manière générale, en fait, ce qu'on voit, c'est que les business barbants, oui, c'est plus simple, il y a quelques points négatifs, etc. Et le business innovant, à côté de ça, il peut être à la fois beaucoup plus simple, mais en même temps beaucoup plus complexe pour se démarquer. Et autre chose, c'est qu'ils sont scrutés, ces business innovants, ils sont scrutés par les grands groupes, et potentiellement une innovation mal protégée dans ce lancement, etc., peut être récupérée par un grand groupe qui va pouvoir mettre l'argent sur la table et en 2 semaines être capable de faire mieux que vous très vite. Il y a toujours un risque énorme en fait sur les business innovants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a 2 types de serial entrepreneurs. Il va y avoir le serial entrepreneur qui va aller de business innovant en business innovant, à être de plus en plus fort pour lever des fonds et vivre finalement sur ces levées de fonds, jusqu'au jour où on réussit à faire éclore un business innovant qui va être vraiment au-dessus du lot, qui va pouvoir revendre, etc. Et à ce moment-là, il va peut-être se transformer en investisseur, ce serial entrepreneur. Et à côté de ça, il y a les serial entrepreneurs qui, eux, vont plutôt travailler sur les business qui sont les business barbants pour aller chercher justement plein de réussites, plein de petites réussites qui sont assurées et petit à petit se construire un patrimoine finalement d'entreprises qui fonctionnent. C'est plutôt un investisseur du coup. On peut voir ça sous forme d'investissement dans une certaine logique, mais avant ça, en général, quand c'est son premier business innovant, c'est pas un investissement. Oui, tout à fait. C'est, Le premier, mais après, voilà. je sais pas si c'est un serial entrepreneur, plutôt un serial investisseur. Ouais. Bah justement, en fait, moi j'ai l'impression que les fonds d'investissement qui investissent dans des entreprises, des startups, versus ceux qui investissent dans des business barbants, j'ai l'impression que les uns, ils aiment bien jouer au loto, ils aiment bien le risque, etc. Là où ceux qui investissent dans les business barbants, peut-être que la marge elle est faible, peut-être que le bénéfice est faible, etc. Enfin, c'est de l'investissement de bon père de famille. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a un petit peu des deux, justement, parce que pour couvrir les risques d'investir dans des entreprises qui sont toutes innovantes et qu'il n'y en a qu'une parmi 10 000 qui va sortir du lot, bah, à côté de ça, ils assurent le coup avec des business standards, mais ça, on ne le voit pas. Encore une fois, il y a le côté sexy de l'innovation, et surtout, il y a autre chose qui est sexy derrière ça, c'est que c'est la croissance. C'est des croissances de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de pourcents sur plusieurs années. Et ça, en fait, c'est ça qui est bluffant, c'est ça qui est incroyable. C'est comme gagner au loto, comme tu dis. Donc ça fait envie. En fait, la conclusion derrière tout ça, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business qu'un autre. Les business innovants, il faut le savoir, c'est plus risqué, c'est un parcours du combattant, il y a très peu de gens qui s'en sortent. Donc en fait, il faut être prêt à ça, il faut avoir la mentalité pour, il faut être capable de prendre des gros risques et de tout perdre. C'est un certain profil. Mais à côté de ça, il y a des business qui sont beaucoup plus sûrs, ça existe aussi et c'est tout aussi envisageable. Donc c'est pas, on met pas en confrontation les 2 types de business. Dès lors qu'on souhaite entreprendre, dès lors qu'on souhaite créer sa propre entreprise, il existe tout un panel d'options différents, du moins risqué au plus risqué, et il y a la chaussure à son pied pour tout le monde. Moi, ça me fait penser quand même à quelque chose, c'est que j'aurais bien aimé faire un business, entre guillemets, barbant, avant de lancer Créacilla. Je pense que c'est un excellent pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Ça permet d'avoir quelques aspects qui sont déjà réfléchis pour moi, en quelque sorte. Plutôt que de tout découvrir avec un business innovant, j'aurais préféré déjà aller sur une partie où il y a plusieurs choses qui sont déjà sûres. C'est clair que là, aujourd'hui, si je devais relancer Créacilla, ça irait beaucoup plus vite et on ferait beaucoup moins d'erreurs. Oui, tout à fait. Et du coup, effectivement, essuyer les plâtres sur un business qui est moins risqué, c'est sûr que ça aurait été plus simple. Mais bon, maintenant qu'on y est, on est quand même content d'y être. Là, du coup, j'ai un petit message à tous ceux qui attendent encore l'idée magique, l'idée parfaite. En attendant, lancer un business facile. Exactement. Si vous voulez... Ça vous permet d'apprendre la partie entrepreneuriat et comme ça, il ne vous restera plus qu'à mettre en place votre idée et à la vendre. Exactement. Si vous voulez entreprendre, en fait, vous pouvez très bien lancer quelque chose comme ça. Ça peut vous prendre juste 3-4 ans pour tester des choses, pour apprendre l'entrepreneuriat, comme on disait. Et derrière, comme ce sont des business entre guillemets faciles, il y a toujours la possibilité de trouver un repreneur dès lors que vous aurez envie de passer à autre chose. Moi, je l'aurais plutôt mis avec un gestionnaire et comme ça, il y a des revenus en plus. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un petit pouce bleu, ça va nous faire plaisir. Je sais pas s'il est encore bleu le pouce. Si. C'est juste un pouce vers le haut. Et dites-moi, vous avez choisi quoi comme type de business? Vous êtes dans un business entre guillemets barbant ou dans un business innovant? On a hâte de vous lire. À bientôt. À bientôt.